Investir dans la défense, une idée controversée mais de plus en plus discutée. Dans un monde instable, avec la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient, est-ce que miser sur des entreprises de défense, c'est cynique ou stratégique? Aujourd'hui, on explore ensemble ce secteur tabou mais en pleine croissance. Depuis février 2022, l'ordre mondial vacille. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a bouleversé les certitudes européennes. Ce qui semblait appartenir au passé, la guerre de haute intensité sur le continent, est redevenue une menace bien réelle. Face à cette nouvelle donne, les États réévaluent leurs priorités. Et en première ligne, il y a un mot que l'on n'entendait presque plus, la défense. En France, le président Emmanuel Macron a donné le ton dès juillet 2022. Il nous faut passer à une économie de guerre. Une déclaration forte qui reflète un changement stratégique profond. Ce n'est pas seulement une posture politique, c'est une réalité budgétaire. La loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit une enveloppe de 413 milliards d'euros, soit une hausse de plus de 40% par rapport à la période précédente. À l'échelle européenne, c'est la même tendance. L'Allemagne a débloqué un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour moderniser la Bundeswehr. La Pologne multiplie les achats d'armement et même des pays traditionnellement neutres comme la Suède ou la Finlande rejoignent l'OTAN. Bref, l'Europe se réarme et cela a des conséquences directes sur le plan économique. Les entreprises de défense françaises Thales, Dassault Aviation, Safran, Nexter voient leur carnet de commandes exploser. La demande augmente non seulement sur les aviations de chasse et les chars, mais aussi pour la cybersécurité, la surveillance spatiale et les drones autonomes. Cette réorientation stratégique transforme la défense en un secteur clé, non plus seulement pour la souveraineté nationale, mais aussi pour la croissance économique. Alors, concrètement, quel est le poids de l'industrie de défense française? Qui sont les acteurs et comment se positionnent-ils face à cette nouvelle demande? La France n'est pas un acteur secondaire dans l'industrie mondiale de la défense. Elle figure dans le top 5 des exportateurs d'armes au monde, aux côtés des États-Unis, de la Russie, de la Chine et de l'Allemagne. Son écosystème est dense, structuré autour de plusieurs grands groupes industriels qui bénéficient à la fois du soutien de l'État et d'une base technologique très avancée. Parmi les principaux acteurs français, nous avons Thales, leader dans l'électronique de défense, la cybersécurité et l'aviation militaire. Le groupe équipe les Rafales, les sous-marins et les systèmes radars de l'armée française. C'est un pilier du renseignement et de la guerre électronique. Dassault Aviation, l'emblématique constructeur de Rafale, mais aussi un acteur stratégique dans les avions d'affaires avec sa gamme Falcon. Safran, spécialiste des moteurs d'avion, notamment les réacteurs militaires. Il est aussi présent dans les équipements de navigation, l'optronique et la propulsion spatiale. Nexter, fabricant de blindés comme le char Leclerc et les véhicules Griffon. C'est aussi un des fournisseurs de munitions de l'armée française. MBDA, leader européen dans les missiles tactiques, détenu à part égale par Airbus, BAE Systems et Thales. Ces entreprises sont souvent partiellement détenues par l'État ou liées à lui par des contrats stratégiques. Elles bénéficient d'une visibilité exceptionnelle sur leurs revenus à moyen et long terme grâce aux commandes publiques et aux exportations. Et ça se voit en bourse. Depuis le début du conflit en Ukraine, les valeurs de défense françaises ont connu une hausse remarquable. En 2023, l'action Thales a gagné plus de 30%, Dassault 20% et ça continue encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement une histoire de guerre, il y a aussi la montée en puissance des nouvelles menaces. Cybersécurité, guerre électronique, satellites espions, intelligence artificielle, drones. Le champ d'action de la défense s'élargit et l'investissement suit. D'ailleurs, de plus en plus de fonds ISR, censés investir de façon éthique, réintègrent le secteur de la défense en le qualifiant de pilier de la paix. C'est un changement de paradigme majeur. Mais investir dans la défense est seulement une opportunité économique. Quels sont les risques, les limites et peut-on vraiment parler d'éthique? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Quand on pense à investir dans la défense, la première chose qui vient à l'esprit, c'est souvent est-ce éthique? Et tout de suite après, est-ce rentable? Cette partie va tenter de répondre à ces deux questions en toute lucidité. Depuis le début de l'année 2020, le secteur de la défense est redevenu central. Et ce n'est pas uniquement à cause de l'invasion de l'Ukraine. La montée en puissance de la Chine, les tensions en mer de Chine méridionale, la volatilité du Moyen-Orient, les cybermenaces constantes ont tous contribué à une remilitarisation des économies développées. En Europe, la France est engagée dans une montée en puissance historique. Une loi de programmation militaire à 413 milliards d'euros entre 2024 et 2030,
une volonté affirmée de renforcer la base industrielle et technologique de défense française, une réindustrialisation qui passe aussi par la relocalisation de la production d'armes, de composants électroniques et de systèmes critiques. Dans ce contexte, les valeurs de défense cotées comme Thales, Dassault Aviation, Safran ou Nexter deviennent des acteurs stratégiques. Et leur croissance n'est pas que financière, elle est aussi politique. Autre point clé, le secteur bénéficie d'effets de réseau puissants. Une entreprise qui remporte un contrat de rafale à l'export entraîne avec elle toute une chaîne de sous-traitants. C'est une dynamique qui renforce la visibilité des revenus et la stabilité sur le long terme. Mais attention, ce n'est pas un secteur sans risque. Dépendance aux États, instabilité géopolitique, délai de production, risque juridique. Le cas de Mistral vendu à la Russie en 2011, puis annulé en 2015, en est un bon exemple. 1,2 milliard d'euros de contrats suspendus et un casse-tête diplomatique à gérer. Le risque de réputation est aussi très fort. Une entreprise impliquée dans un conflit controversé peut subir un boycott, une chute boursière ou une exclusion des portefeuilles ISR. De plus, la nature même du secteur fait qu'il est soumis à des changements de doctrine militaire, à des embargos d'exportation ou à des coûts d'arrêt budgétaires imprévisibles. Le dilemme éthique entre dissuasion et violence. C'est la question la plus complexe. Peut-on moralement gagner de l'argent grâce à la guerre ou est-ce une vision trop simpliste? Historiquement, les fonds éthiques ISR ou ESG excluent la défense. Les armes, les bombes, les drones offensifs et les systèmes de missiles étaient jugés incompatibles avec une logique de développement durable. Mais les lignes ont bougé. En 2022, le Parlement européen a adopté une résolution affirmant que la défense européenne est compatible avec les critères ESG dans la mesure où elle participe à la sécurité et à la paix. Autrement dit, la défense devient acceptable, voire nécessaire, dès lors qu'elle est orientée vers la protection, la dissuasion et le maintien de la souveraineté. Certaines gestions thématiques réintègrent aujourd'hui des valeurs militaires avec un raisonnement nouveau. Il n'y a pas de transition vers sans sécurité, pas de croissance durable sans souveraineté. C'est un renversement de perspective et pour de nombreux investisseurs, c'est le début d'un repositionnement stratégique. Comment investir dans la défense? Alors concrètement, si tu investis dans la défense aujourd'hui, quelles sont les options? Qu'est-ce qui existe? Et qu'est-ce qui fonctionne? Et surtout par où commencer? La première option, c'est la plus directe. Acheter des actions de sociétés du secteur en France. On pense immédiatement à quelques grands noms. Thales, Dassault Aviation, Safran, Nexans ou Naval Group. Ces entreprises ont un carnet de commandes souvent rempli sur plusieurs années et une forte capacité d'innovation. Investir en direct permet de profiter pleinement des hausses, mais attention, la volatilité peut être élevée, notamment lors d'annonces politiques ou de scandales. Option 2, passer à un ETF thématique. Ces fonds indiciels cotés qui répliquent un panier d'actions. Certains ETF sont spécialisés dans la défense et l'aérospatiale. Nous avons par exemple iShare US Aerospace and Defense, SPDR S&P Aerospace and Defense, Lixor MSCI World Defense ESG Filtered, Van Eck Defense UCITS ETF. L'avantage, diversification immédiate, frais faibles, accès simple via un PEA ou un compte titre. Inconvénient, moins de contrôle et certains ETF excluent des entreprises trop exposées à l'armement offensif. Option 3, les fonds gérés activement. Il existe aussi des fonds actifs spécialisés dans les industries stratégiques. Certains gèrent un mix de valeurs de défense et de sécurité, de cybersécurité ou de spatial. Nous avons par exemple CPR Invest Defense and Security, Candriam Equities, Aerospace and Defense, LB PAM ISR Souveraineté. D'autres fonds intègrent la défense dans des portefeuilles technologiques plus rares. Ces fonds sont souvent plus flexibles, plus pointus, mais aussi plus chers. Le gérant peut désinvestir en cas de tension éthique ou politique, ce qui limite certains risques. Option 4, l'approche indirecte. Tu peux aussi jouer la défense sans investir directement dans les armes. Par exemple, en visant les entreprises qui fournissent les composants électroniques, qui sécurisent les communications, ou qui gèrent la cybersécurité militaire. Nous avons par exemple STMI Electronics, Airbus Cybersecurity, Atos, qui a actuellement des problèmes, Palantir Technologies. C'est une façon plus soft, mais tout aussi stratégique, surtout dans un monde ultra connecté où la guerre est aussi numérique. Attention, fiscalité et cadre légal. En France, certaines valeurs de défense peuvent poser des questions fiscales. Par exemple, les ETF domiciliés hors UE peuvent ne pas être éligibles au PEA. Il faut aussi rester attentif aux évolutions de la réglementation ISR. Et surtout, investir dans ce secteur, c'est surtout aussi accepter une exposition à des risques géopolitiques et des décisions souveraines, voire à des sanctions internationales. Donc, pas de précipitation, on analyse, on diversifie et on ne met jamais tous ses obus dans le même canon. Investir dans la défense aujourd'hui, ce n'est plus tabou. C'est même pour certains un pari d'avenir dans un monde instable. Mais c'est un choix stratégique, moral et financier à la fois.
Il faut s'informer, comparer les outils et surtout savoir pourquoi on le fait. Et si on prenait un peu de recul? Si on sortait des chiffres, des courbes, des valorisations? Pour se poser une question simple mais essentielle, quel monde sommes-nous en train de construire? Depuis quelques années, l'idée d'économie de guerre n'est plus un concept d'historien. Elle revient dans les discours politiques, dans les stratégies industrielles, dans les budgets des États. Macron l'a dit clairement, la France doit réarmer, réindustrialiser et produire plus vite, plus fort, plus local. Les entreprises du secteur se structurent en conséquence. Les commandes affluent, les chaînes de production tournent en plein régime et les bourses suivent. Mais cette dynamique pose une question morale. Peut-on se réjouir de la croissance d'un secteur alimenté par les conflits? Investir dans la défense et soutenir la sécurité nationale, mais c'est aussi parfois indirectement cautionner certaines logiques de puissance, de domination ou d'escalade. Certains diront mieux vaut être préparé que vulnérable. D'autres répondront armer toujours plus, c'est préparer la guerre, pas la paix. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un retour des blocs, des tensions globales, une polarisation des puissances. L'Europe renforce ses alliances mais peine à s'affirmer. Les États-Unis misent sur le hard power. La Chine, elle, avance stratégiquement et la Russie continue de défier l'ordre mondial, ce qui n'est pas plus mal. Dans ce contexte, l'industrie de la défense devient centrale, non seulement pour les États, mais aussi pour les investisseurs, les citoyens, les chercheurs. Alors, investir dans la défense, est-ce une bonne idée? Financièrement, peut-être, stratégiquement, sûrement, mais humainement, socialement, historiquement, la réponse n'est pas simple. Ce qui est certain, c'est que le monde change, que les frontières entre sécurité, économie et politique s'effacent. Et en tant qu'investisseur, on ne peut plus faire abstraction de ces enjeux. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a fait réfléchir, si elle t'a appris quelque chose, n'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner. Parce que la finance n'est pas une affaire de chiffres, c'est aussi une affaire de choix.